C'est l'histoire d'une femme qui veut garder un bout d'industrie textile sur le territoire français. Son usine des Pyrénées-Atlantiques est la seule en France à encore tricoter pour le bébé. Cardigan, gigoteuse, bonnet. En 5 ans, avec son associé, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Elle est la lauréate du trophée du reprenariat dans la catégorie industrie. Bonjour Karine Renouille-Tiberghien. Bonjour. Vous avez repris la manufacture de layette. Il y a 20 ans, quasiment tous les tricoteurs en France faisaient faillite. Et vous êtes là aujourd'hui avec ce beau succès. Félicitations. On regardera d'ailleurs, vous avez apporté quelques-uns de vos produits. Avec vous également, Sylvie Waniche. Bonjour Sylvie. Responsable régionale de la transmission d'entreprise chez AG2R La Mondiale. C'est vrai que quand on est à son compte, il y a plein de questions qu'il faut se poser. À quelle protection sociale j'ai droit? Comment est-ce que je prépare ma retraite? Et vous êtes là aussi pour accompagner et répondre à toutes ces questions. Et vous êtes le partenaire de ce trophée, donc dans la catégorie industrie. Et bonjour Frédéric Vincent. Bonjour. Vous êtes délégué du CRA, donc un des 240 délégués de cette association qui en France, avec ses bénévoles qui sont un petit peu partout sur le territoire, sont là. Localisation sur Paris, sur la France, pardon. Donc effectivement, une empreinte territoriale très forte. Pour accompagner, conseiller tous les cédants et tous les repreneurs d'entreprises en France. Nous sommes en 2016, Karine. Racontez-nous votre histoire. Vous êtes salariée d'une grosse boîte de production audiovisuelle. Et là, vous vous dites, c'est bien, mais c'est pas ça que je veux. Oui, alors c'était une boîte de médias, qui faisait pas que de la production audiovisuelle, il y avait aussi de l'édition. Et en effet, j'étais salariée de la holding et je m'occupais de l'intégration des sociétés qu'on rachetait au sein du groupe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit c'est bien de conseiller, c'est bien de faire en sorte que ça marche, mais c'est bien de faire aussi à un moment. Et du coup, j'ai un peu réfléchi à ce que j'avais envie de faire. J'ai entendu parler du reprenariat. J'ai découvert assez vite qu'il y avait le CRA et le CRA m'a vraiment aidé pendant un mois, parce que j'ai fait la formation d'1 mois du jeune repreneur d'entreprise, déjà à voir si jamais j'avais les compétences et l'envie effectivement d'entreprendre ce type d'action. Et ensuite, ça m'a permis aussi de trouver la boîte avec laquelle j'ai ensuite décidé de passer à l'action. C'est vraiment ça le rôle du CRA au quotidien. Le rôle du CRA, c'est sa fonction première, c'est la transmission d'entreprise, c'est l'objet social du CRA. Et donc, quel est l'objectif? En fait, c'est d'accompagner des repreneurs qui tout d'un coup font ce fantastique pari de dire je vais reprendre une entreprise, généralement des entreprises qui ont du savoir-faire, et le cas de Karine l'explique parfaitement, et donc de avoir une mission de conseil, de mentorat, de les accompagner tout au long de leur parcours en leur offrant de façon optionnelle une formation, dont on en dira peut-être un mot, en leur permettant d'avoir les conseils d'un parrain qui les suit tout au long, en leur donnant cette fonction de conseil d'expérience tout au long du parcours, et puis de leur ouvrir l'accès à différents éléments, dont des groupes de repreneurs, où les repreneurs se mettent ensemble, travaillent sur leur dossier, partagent leur expérience, même dans certains cas quand ils sont concurrents sur une même entreprise, et donc créer une espèce de solidarité de groupe, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que la reprise d'entreprise est quelque chose de très courageux. Il faut saluer le courage de tous ces gens qui reprennent une entreprise et, si vous voulez, de les accompagner tout au long d'un processus qui est un petit peu chaotique, parce qu'il y a des très fortes périodes d'activité. Tout d'un coup, on envoie des lettres d'intérêt, on prépare des dossiers, puis on peut rester pendant 2 mois ou 3 mois, et là, le repreneur va se retrouver seul. Donc, le CRA, il est là pour faciliter et accompagner le repreneur.
Alors là, en l'occurrence, Karine, vous étiez salariée à l'époque. C'est vrai qu'on quitte aussi quelque part un statut. Il y a plein de nouvelles questions qui se posent à ce moment-là, Sylvie. Oui, tout à fait. En fait, quand une personne qui est anciennement salariée quitte son métier et reprend une entreprise, c'est un vrai changement de vie. Nous, en fait, à G2R La Mondiale, on accompagne depuis plusieurs années la transmission d'entreprise, et à la fois les repreneurs et les cédants, en partenariat avec le CRA notamment. Et on a développé au sein du groupe, en fait, une méthodologie d'approche qui permet aux dirigeants d'entreprise d'avoir une vision plus globale et de montrer réellement l'adéquation qu'il peut y avoir entre les masses de patrimoine et leur situation personnelle, pour vraiment choisir le statut qui va leur être le plus adapté, le mieux adapté en fonction de leur situation personnelle. Donc ça peut être le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, le patrimoine social, et ce qu'ils ont fait précédemment et ce qu'ils veulent faire dans leur futur et dans leur projet de vie futur. Donc on va en fait co-construire avec les repreneurs leur protection sociale et patrimoniale pour qu'elle soit vraiment adaptée à leur projet de vie futur et par période de vie, parce que on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes ressources en fonction des situations. Donc on les crée en tant que repreneur, en fait, on les accompagne de la création ou de la reprise jusqu'à toute l'évolution, que ce soit par l'audit de protection sociale, mais aussi l'optimisation de la rémunération éventuellement qu'on peut avoir à faire. Pour l'évolution, quand on se développe, on n'a pas du tout la même situation un peu plus tard. Et quand on est dirigeant d'entreprise, c'est souvent des questions qu'on met un peu de côté parce que c'est pas la priorité. Souvent, la priorité, c'est de dire, je vais reprendre mon entreprise, comment je vais pouvoir la développer, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument se poser en amont de la reprise, et souvent en interprofessionnalité, notamment avec le CRA, puisqu'on travaille beaucoup en collaboration, mais aussi avec l'expert comptable, l'avocat, voire le notaire, des fois, en fonction de la situation des gens. Et donc là, vous cherchez une entreprise à reprendre et vous tombez sur ce dossier, la manufacture de Layette, avec deux grands panneaux qui clignotent, un panneau textile et un panneau grande distribution, qui sont deux panneaux qui vous font peur. Oui, j'ai des clignotants rouges, très clairement des clignotants rouges. Le textile d'abord parce que mon grand-père a fait une des plus grandes faillites du siècle dernier dans le textile. Après 5 générations de Tiberghien Frères, à la fin des années 70, Tiberghien Frères s'est éteint et entraînant avec lui beaucoup de monde. Donc, et j'ai vu petite mon grand-père très attristé de cet état de fait qui dépendait pas de lui, qui dépendait d'une nouvelle façon de travailler dans le monde, avec des pays qui se développaient à bas coût et la France qui restait fière, et c'est bien, et forte de ses valeurs et de tout ce qu'on a construit socialement en France, sur la retraite, les études gratuites, l'école gratuite, des choses qu'on défend tous, et c'est normal de les défendre, mais qui, quand elles ne sont pas appliquées par d'autres pays, et bien forcément ces autres pays ont une main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher. Et donc mon grand-père, à un moment donné, a été pris ne pouvait plus vendre au bon prix ce qu'il produisait dans ses usines, et du coup les usines ont dû fermer, mais comme beaucoup d'autres usines dans le nord de la France en particulier, mais partout en France dans le textile. Donc oui, donc le textile, plutôt à la fois une grande fierté familiale, parce que toutes ces générations qui ont filé, qui ont tissé, qui ont tricoté, donc voilà, j'ai baigné dans cet univers-là. C'est l'histoire de ma famille, et en même temps une histoire qui s'est mal finie, qui s'est finie dans la douleur. Et puis après, moi, un peu comme tout le monde, je me suis dit qu'on ne pouvait plus faire de textile en France. C'était plus, fallait pas se battre contre un truc qui était contre nous. Et donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté sans regarder mes étiquettes et sans me dire, tiens, cette chemise-là, qui l'a fabriquée? Est-ce que cette personne-là, quand elle sera âgée, elle aura droit à la retraite? Est-ce que cette personne-là qui a des enfants, est-ce qu'ils vont à l'école? En fait, je
j'ai avancé dans la vie, je pense comme nous tous. On s'est dit, voilà, c'est un nouvel ordre mondial. Ce qu'on s'applique à nous, cet ordre social qu'on a décidé de mettre en place en France, et c'est pas grave si ailleurs, où c'est pas de notre faute, alors qu'en fait ça l'est un peu, parce que le consommateur fait, si on arrête de consommer des produits où on se dit, la personne, on n'a pas la garantie que cette personne a tous nos droits. Et ça change. Et ça, c'est vraiment en train de changer. Donc le textile, gros clignotant rouge, et puis le deuxième clignotant rouge, la grande distrie. C'est justement parce que la grande distrie s'est mise en place dans les années 60 que l'industrie a aussi fait faillite. Mon grand-père, avant les années 60, ce qu'il faisait, c'est qu'ils avaient des réseaux de VRP qui tournaient dans toute la France. Il y avait des magasins dans chaque ville, dans chaque village, qui vendaient les produits soit locaux, soit les spécialités de chaque région. Et puis, quand la grande distribution est arrivée, il n'y a plus qu'un acheteur qui a acheté pour 450 magasins et qui a eu une puissance d'achat et qui lui a permis d'aller acheter loin, en fait, et pas cher. Et voilà. Donc la grande distrie a été aussi ce qui a fait la faillite du textile. Donc je me dis, un truc de textile dans la grande distrie, ça commençait pas très bien. Mais aujourd'hui, on peut faire du textile en France, donc. Alors après, j'ai tourné la page de cette entreprise, parce qu'au début, vous avez juste grande distrie, le textile, voilà. Et puis après, j'ai tourné la page, il y avait des chiffres, en fait, dans cette petite manufacture qui était coincée dans les Pyrénées. Et en fait, ça, les chiffres, je connais bien. Ça, c'est un peu mon truc que j'aime bien. Et en regardant les chiffres, je me suis dit, mais c'est marrant, cette petite boîte. C'était votre métier d'avant, finalement. C'était mon métier d'avant. Et cette petite boîte, elle a un business model. En fait, un business model, c'est un truc où parce que moi je voulais fabriquer aussi, donc c'est un truc qui fabrique quelque chose pour un certain prix, et vous avez des clients quelque part, alors en France, quelque part, qui acceptent de payer ce truc-là plus cher que le prix de revient de fabrication. Donc vous arrivez à faire une marge, et en faisant de la marge, derrière vous arrivez à investir, vous arrivez à payer normalement les personnes qui travaillent avec vous, tout ça. Et cette boîte-là avait un business model, donc très étonnamment, donc un truc pas du tout dans là où je serais allée, mais un business model, ça fabriquait un truc, moi je voulais un truc qui fabrique quelque chose que je puisse comprendre ou que j'aime, et évidemment, quand vous allez voir les petits produits, c'est quand même... Montrez-les-nous. C'est quand même, voilà, c'est fabriquer des petits bonnets comme ça. Qui ne craque pas. Voilà, je pense qu'il n'y a pas il y a pas photo, on est forcément tous très touchés, il y a des petites choses aussi qu'on est capable de tricoter en 3 dimensions comme ça ici, donc ça sort de la machine qui est directement avec les manches qui sont assemblées au corps, donc ça sont les dernières innovations dans le monde du textile. Et donc ça veut dire que c'est made in France. Tout à fait, fabriqué en France, exactement. Et donc voilà, et du coup, je suis descendue, l'entreprise était à Tarbes à l'époque, je suis descendue dès le lendemain de la réception du dossier, je crois. Et j'ai rencontré le cédant qui était en fin de LBO et qui avait envie de faire autre chose, on va dire, surtout de partir à la retraite. Et du coup, j'ai repris son entreprise. Comment on fait pour choisir la bonne entreprise? Écoutez, quand on regarde la typologie des candidats qui souhaitent reprendre une entreprise, en fait, on trouve trois groupes. On trouve un premier groupe de gens qui ont une expertise dans un métier et qui souhaitent continuer dans ce métier. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième cas, c'est des gens qui ont une passion en dehors de leur activité professionnelle ancienne et qui veulent mettre en œuvre, au travers d'une entreprise, une passion qu'ils ont. Et puis, on trouve une population de repreneurs qui ont la fibre entrepreneuriale et qui ne savent pas encore ce qui peut être repris. Et je crois que c'est pas gênant. Je crois que ces 3 cas sont tout à fait compatibles. Et par ailleurs, ce qui compte, ce qui est fondamental, c'est la fibre entrepreneuriale, l'envie, la capacité de comprendre, comme l'a expliqué très justement Karine à l'instant, ce qu'est le business model et les idées que l'on veut mettre en œuvre. Et je dis toujours aux repreneurs, lorsque vous avez identifié une entreprise, essayez tout de suite de construire un espèce de business plan, mais pas un business plan qualitatif avec un tableau Excel, non. Essayez de vous projeter et de vous dire qu'est-ce que je vais faire de cette entreprise une fois que je serai dedans. Et lorsque
comment dirais-je, on a ce constat en tête, on a cette idée en tête, eh bien l'expérience montre, comme Karine d'ailleurs, qui l'illustre très bien aujourd'hui, que la reprise, elle est tout à fait possible. Ouais, et juste pour réagir sur ce que dit Frédéric, je pense qu'en effet, cette fibre entrepreneuriale, c'est ce truc où on se dit, bon voilà, il y a un risque, mais on est audacieux, ça peut foirer, ça foire dans certains cas. L'avantage d'être aidé par le CRA, par son parrain, par avoir eu cette formation et tout ça, c'est que le risque, on le divise au moins par 10, je pense. Parce que du coup, quelquefois dans la formation au CRA, il y avait des gens qui étaient avec nous, on se dit mais non, lui, faut pas qu'il reprenne, il a toujours un peu peur de mal faire, il va pas être heureux. Enfin, c'est un état d'esprit, il faut être heureux dans un environnement qui est pas complètement stabilisé, et parce que c'est pas ce que le cédant vous dit, l'entreprise et tout ça, c'est pas tout à fait ce que vous allez trouver. Et puis c'est pas stabilisé parce que derrière c'est un matériel qui va falloir modeler, qui va falloir à votre image et à votre et aussi oui, je pense qu'on insistait beaucoup lors de la formation du CRA qu'on se fixe de pourquoi on fait ça en fait. Et moi c'était pourquoi je reprendrais la manufacture de layette. Enfin c'est quoi le... Alors moi ça s'est pas beaucoup posé parce que je suis rentrée dans la salle des machines et je me souviens il y avait le cédant qui me parlait, puis il y avait les machines qui... Alors ça fait comme ça une tricoteuse, ça fait du bruit, et puis là vous avez de la matière qui sort, puis cette odeur des fils qui est assez particulière dans un atelier de tricotage. Et je me rappelle, il y avait sa bouche qui bougeait, je lui dis mais non mais Coco, je t'écoute pas du tout, en fait, je la reprends ta boîte, tu peux me dire ce que tu veux, on va vite se mettre d'accord sur le prix, et puis c'est là que je dois être. Donc après voilà, il y a des évidences quelquefois dans des reprises d'entreprise, mais quelquefois il n'y a pas des évidences, il y a plus de travail. Enfin moi j'ai eu la chance de tomber sur un truc évident, mais je pense que d'autres fois il n'y a pas ça. Et je trouve que c'est ça où l'accompagnement est super important, même le parrain, les discussions avec le parrain. Au début la boîte était super chère, je me suis dit mais j'ai pas assez sous là. Il me dit mais les sous ça se trouve. Enfin c'est des choses aussi, des freins qu'on se met, oui. Et qui... Et en fait je voudrais... Pardon. Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais je rencontre souvent des repreneurs et c'est vrai que l'envie, le projet en fait qu'on a, et c'est la priorité. Si vraiment, quand on trouve une entreprise, on a un projet de développement, on a une envie de reprendre, c'est ça. Parce que souvent, on voit des gens qui regardent les comptes, qui sont très attachés à beaucoup de choses qui sont minutieuses, et ils voient pas la globalité du projet. Et souvent, et c'est en fait notre travail, nous, notre méthode, c'est d'avoir une vision globale, c'est ça, et d'avoir l'envie, de voir un projet de vie future au sein de cette entreprise. Et d'être accompagné, et quand vous dites avec le CRA, c'est bien aussi d'être accompagné à la fois avocat, expert comptable, CRA, notaire, parce qu'en fait... Et on est d'accord sur ça souvent avec le CRA, c'est qu'une transmission, mais reprise ou cession, qui est fait en interprofessionnalité, et une reprise qui va être réussie en fait. Si chacun travaille un peu de son côté et que le dirigeant il est tout seul et qu'il va prendre une petite partie là, et que tout le monde ne discute pas ensemble, c'est souvent beaucoup plus difficile. La reprise est plus difficile et le repreneur se trouve un peu seul en fait. Et c'est là, si vous voulez, où le CRA joue son rôle de mentorat. J'ai un exemple d'un repreneur. Bon, il identifie une cible, il la trouve intéressante et il revient nous trouver en nous disant ben ça y est, j'ai justifié le prix qui est demandé par le vendeur. On lui dit mais non, la question n'est pas de justifier le prix qui est demandé par le vendeur. La question est de dire quel est le juste prix que tu peux payer dans la mesure où tu vas accumuler de la dette pour financer ton acquisition, et donc il en va de ta sauvegarde future et du développement futur que tu payes le juste prix. Donc ne justifie pas le prix qu'on te demande, mais fixe-toi une idée du prix qui peut être payé. Autre paramètre important, c'est que la manufacture de layette, elle se situe donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous avez des ados à l'époque qui vous disent quoi, t'es sympa maman, mais nous on va pas à Pau? Non, bah oui, très clairement, très clairement, les Pyrénées-Atlantiques, ça les tentait pas du tout. Les ados, c'est scotché à leurs copains et tout ça. Vous étiez à Paris? J'étais à Paris et alors pendant la formation du CRA, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi le premier jour de formation et du coup, et puis
les groupes, c'est souvent la même chose, on s'assied tous les jours à la même place. Et du coup, j'ai fait avec Arnaud beaucoup de cas, en fait, parce qu'on a des études de cas, quand on vient nous dire, voilà, vous reprenez telle boîte, donc les cas autour du commercial ou autour du financier. Enfin, c'était très intéressant. Il y avait plein d'études de cas de boîtes à reprendre, et puis avec des questions qu'on nous posait, on nous challengeait un peu. Et ce qui était très intéressant avec Arnaud, c'est qu'on faisait l'étude de cas ensemble, et en fait, les choses qu'il voyait dans le cas, et ben moi je les voyais pas du tout, et des trucs qu'ils voyaient pas, moi je les voyais. En fait, on est très complémentaires dans notre approche. On s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires dans notre approche de reprise d'entreprise. Et du coup, quand je suis allée voir la manufacture de layette et que j'avais des yeux qui brillaient comme ça, plus mon petit problème lié à Paris, plus problème de sous, plus pas mal de sujets quand même, mais c'était une évidence, il fallait que ça aille au bout, cette histoire. J'ai appelé Arnaud qui me dit, mais attends, le textile, c'est là où je veux aller, les Pyrénées-Atlantiques, c'est là où je veux aller. Il y a un moment, les choses... et voilà. Et quand il y a une évidence... Quand il y a une évidence aussi, là, on s'est dit, on va faire ce truc-là à deux et non pas toute seule. Et pas un jour, aujourd'hui, je ne regrette cette association qui est... on serait pas du tout là. C'est un peu le cas où les duos de repreneurs où 1 + 1 font 10, quoi. Parce que ça va tellement plus vite, il y a tellement d'erreurs qu'on ne fait pas, il y a plein d'erreurs qu'on fait aussi. Souvent quand on n'est pas d'accord et que un des deux cède, donc ça c'est assez rigolo, parce que du coup l'autre se marre bien 6 mois après, en disant je l'avais un peu dit, mais bon, voilà. Vous avez un exemple là-dessus d'ailleurs? Alors, j'en ai plein. Oui, alors les petits... donc la layette pour le bébé, il y a la brassière, il y a le bonnet, les chaussons, les moufles, et puis le petit manteau et le pantalon. Donc c'est un ensemble de pièces qui est assez limité finalement, et puis moi j'avais envie de... Et donc, à un moment donné, je sors le petit bandeau, un petit bandeau, alors plutôt pour petite fille, et Arnaud, pas de jugement de valeur sur la beauté du truc, mais il y croit pas. Il y croit pas. 6 mois après, on vend plus de bandeaux que de chaussons, et aujourd'hui, c'est parmi nos best. Donc, je suis très, très fière d'avoir combattu. Là, pour le coup, c'est lui qui avait tort, moi qui avais raison, mais il y a au moins la moitié des cas où c'est lui qui a raison et moi qui ai tort. Le choix de l'associé, c'est super important. Très important, le choix de l'associé. En fait, on parle souvent de conflits entre associés. On en voit. Cela dit, je crois qu'il ne faut pas écarter l'association. Il y a quelques conditions. Il faut que les compétences soient complémentaires, ce qui manifestement dans le cas de Karine est ce qui s'est passé. Deuxième élément, il faut que les deux prennent le projet au même moment. Je crois qu'il faut, dès le départ, concevoir le projet ensemble. Et troisième élément, il faut un véritable affectio societatis, c'est-à-dire on partage l'envie ensemble de développer avec des rôles qui sont bien définis, des rôles qui sont complémentaires, avec un même objectif de développer, de faire croître. Et je pense que si on réunit ces conditions, à ce moment-là, l'association trouve sa pleine expression. Et je crois qu'au-delà de tout ça, il y a vraiment la réponse et dans le bac d'associés, c'est un peu pourquoi on fait ça. En fait, est-ce que c'est pour gagner plein de sous? Est-ce que c'est pourquoi on le fait? Oui, voilà, une même vision globale, mais il faut aussi se préserver, associé. Mais la vision globale, je pense qu'elle est hyper importante parce qu'il y a plein de raisons de reprendre une boîte. Il y a plein de et je pense que Arnaud et moi, on est tous les deux très. On a envie de faire ça pour développer. Enfin, on s'est dit que c'était pour essayer de développer un peu l'industrie textile en France, en respectant les hommes et les femmes qui allaient nous accompagner dans cette entreprise. Et du coup, il y a plein de trucs. Il y a la prime Macron qui arrive, on se pose pas de questions. Évidemment, on la verse. Enfin, il y a des choses aussi. C'est quand on est d'accord sur le pourquoi et le comment on va faire ça, au-delà de la boîte elle-même. Je pense c'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est aussi des questions qu'on peut se poser au moment du pacte d'associés. C'est ce que j'ai appelé l'affectio societatis, en fait. Oui, pardon. J'ai pas les mots latins. Non, mais je pense que c'est ça. Mais Sylvie, il y a des gens qui sont mieux seuls, d'autres mieux à deux. Écoutez, voilà, elle parlait du pacte d'associés qui est vraiment quelque chose d'important, mais aussi il faut l'association, c'est quand même toujours des fois quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir la même vision et être complémentaire, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais aussi, il faut se préserver chacun en fait par le pacte d'associés en partie, mais aussi par toutes les possibilités, les choses qui peuvent être importantes et qui peuvent arriver malheureusement au cours de la vie. Et nous, en fait, on
on a tendance à mettre en vision auprès des dirigeants d'entreprise, quand ils sont en association, qu'il y a toujours des risques, qu'il y en ait un qui ait des difficultés, qui ait pas la possibilité de gérer. Et c'est le cas de l'homme clé, c'est le cas des garanties entre associés ou de choses qui peuvent être à la fois assurantielles et juridiques pour se préserver. L'homme clé. L'homme clé, c'est en fait, c'est quand ça peut être un dirigeant, mais ça peut être aussi un salarié de l'entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour la pérennité d'une entreprise, comme le disait tout à l'heure Karine, elle disait que quand il y a eu la prime Macron, elle a versé parce que c'est les salariés quand même qui font le développement de l'entreprise. Et au sein d'une entreprise, il peut y avoir ce qu'on appelle un homme clé, c'est-à-dire le dirigeant, parce que si cette personne venait à ne plus pouvoir gérer, en incapacité de gérer ou disparaître, malheureusement, ça peut arriver, et la situation actuelle nous l'a bien montré avec ce qu'on a vu ces dernières années, il faut pouvoir se préserver de ça pour pas mettre en péril la pérennité de l'entreprise et les salariés qui vont avec. Donc souvent, dans les formations au CRA, je pense que vous avez eu une partie de formation sur ça, et dans les entreprises, on a, nous, en tant qu'AG2R La Mondiale, puisque c'est quand même notre métier de prévoyance, le premier métier, c'est de mettre en face les dirigeants par rapport à ça, et de pouvoir se préserver pour que, dans leur esprit, tout aille bien et que tout soit prévu, en fait. Voilà. Alors, racontez-nous maintenant ce succès extraordinaire, x5 sur le chiffre d'affaires en 5 ans. Comment c'est possible? Vous avez commencé par moderniser toutes les collections, c'est ça? Parce qu'il y a des gilets qui étaient à la mode il y a 20 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui. C'est vrai. Oui. C'est quoi? C'est les couleurs, les formes même? Il y a un peu tout, ouais. Ça a changé en 20 ans, et c'est vrai que notre prédécesseur était pas tellement, il aimait pas ça, enfin c'était pas son truc. Et c'est vrai que je me rappelle lors du premier rendez-vous chez Leclerc. Alors j'aime beaucoup aller chez Leclerc parce que chez Leclerc vous avez l'acheteur et à côté un directeur de magasin en fait. Et ce qui est bien, c'est que le directeur de magasin, lui, il voit dans son magasin ce qui marche pas et tout ça. Et la directrice de magasin me dit à ce moment-là, moi j'achète plus chez MLT parce que vos trucs ils sont ringards. Donc voilà, premier rendez-vous chez Leclerc. Ça commençait super bien. C'est instructif. Tout instructif. Et en fait, ouais. Je suis sortie de là un petit peu quand même, mais en même temps instructif. Je dis bon, d'accord. Donc là, sujet. Donc trouver une styliste, la styliste qui a un peu le vent en poupe et qui saura tout de suite quel est mon truc. Donc on a trouvé notre styliste. Et derrière on a travaillé un peu. Et 6 mois après, quand on a présenté les nouvelles collections chez Leclerc, chez Carrefour, chez tout le monde, c'est vrai que là on a senti un espèce de ouf, de soulagement. Donc ça c'est la première chose. C'est déjà effet c'était un peu bouffant ou c'était des couleurs. Oui. Et puis c'était des couleurs. Oui, il y avait des couleurs qui étaient pas les bonnes couleurs. C'était des formes des années 70. Alors certaines sont encore au goût du jour, mais il y en a d'autres. On fait. Ça revient. Voilà, et ça revient. Donc aussi derrière. Mais en fait, il faut juste sentir. Et donc on a présenté des collections qui correspondaient au moment, en fait, au bon moment. Et du coup, évidemment, en face des acheteurs qui sont beaucoup plus enclins à nous commander, à nous référencer davantage de références, parce que c'est un peu l'objectif. Donc en effet, dans les années d'après, les référencements dans ces centrales de distribution ont augmenté. Première chose. Après, il y a aussi, mon prédécesseur ne mettait pas du tout en avant le fait qu'on tricote en France. En fait, il était tellement stressé par le fait que l'assemblage, donc le fait de faire la couture, donc nous ce qu'on tricote, c'est cette matière-là, en fait, le point mousse. Et puis après, pour l'assemblage, en fait, pour la grande distribution, son prédécesseur était parti en Tunisie au moment de la grande crise du textile, plutôt que de perdre et le tricotage et l'assemblage. C'est dit, le tricotage, je le laisse en France, parce que des machines, ça coûte le même prix qu'on soit en Amérique du Nord, en Afrique du Nord ou en Asie qu'en France. Et alors que c'est vrai que l'assemblage, là, ça dépend du coût du salaire. Et du coup, il avait gardé le tricotage en France et externalisé l'assemblage chez un partenaire en Tunisie, qui est toujours notre partenaire aujourd'hui. Et en ayant un petit peu honte de l'avoir fait, nous, on a dit, mais les choses, il y a un moment, il y a des choses qui arrivent, il faut les assumer.
c'est déjà super de tricoter en France. On va le dire haut et fort qu'on tricote en France et qu'on assemble en Tunisie. Donc le produit... Transparence totale sur ces petits produits-là qui sont vendus en grande distribution. Ce sont des produits qui sont tricotés en France, assemblés en Tunisie, donc made in Tunisia, puisque c'est la dernière opération qui compte pour le made in. Donc ça, c'était il y a 4-5 ans, on a décidé de dire les choses. Et puis en disant les choses, la population française aussi a changé, les consommateurs français, et ils nous ont demandé de plus en plus à aller vers le made in France. Donc non seulement tricoté en France, mais en plus assemblé en France. Ça, ici, quand c'est assemblé en Tunisie, ça coûte 12 € en magasin. La même chose, si elle est assemblée en France, ça coûte 25 € en magasin. Donc il y a quand même un écart de prix, mais les magasins comme Aubert nous ont demandé de développer une offre made in France aux côtés de notre offre tricotée en France. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, ces petits produits-là, eux, sont made in France, totalement made in France, puisque rien ne part en Tunisie, surtout quand c'est tricoté en 3 dimensions. Et aujourd'hui, chez Aubert, la partie made in France représente 1/3 de notre chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui n'existait pas il y a 5 ans, et la partie tricotée en France, 2/3. Ce que nous dit Karine, c'est que finalement, cette vague du Made in France, du produit local, est vraiment colossale. Hein. Vous le constatez, c'est une vague. C'est une vague dont on ignore la puissance. Mais c'est vraiment une vague. Donc on ignore la puissance, on ignore mais c'est vraiment on voit dans tous les secteurs. Oui, on s'en rend compte de plus en plus. Nous, nous en tant qu'AG2R, la mondiale, on est franco-français, donc là du coup on n'a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est surtout que nous, on rencontre tous les secteurs d'activité et on s'aperçoit de plus en plus que les gens se posent la question s'ils avaient externalisé une partie de leur activité, de rapatrier en fait et les ressources humaines et le savoir-faire et le matériel pour faire du made in France. Et ils sont prêts à payer le double. Les consommateurs aujourd'hui sont prêts à payer plus. En fait, ils n'ont pas un budget qui est plus grand qu'avant. Hein. C'est plus réduire. En fait, chez Aubert, je les vois bien. Au lieu de prendre 2 brassières, ils n'en prennent qu'une. En fait, c'est consommer moins et consommer mieux. C'est le mot de la fin. Oui, non, pas le mot de la fin, mais c'est là où on voit toute la fibre du chef d'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à anticiper des tendances sociétales, et de la comprendre et de se dire, sur la base de cette tendance sociétale, c'est là-dessus que je veux me développer. Et le succès de ton entreprise vient pour partie de cette capacité de compréhension, quels sont les trends, et c'est ça que je veux faire. Donc on revient à l'idée que j'ai développée tout à l'heure, qui consiste à dire, c'est bien de reprendre une entreprise, mais il faut fondamentalement savoir ce qu'on fait. Et quand on fait un business plan, et encore une fois, c'est pas un business plan quantitatif, c'est de dire, c'est cette idée que je vais mettre en œuvre. Et c'est ça qui fait le succès. Et donc, on peut faire du textile en France. Oui. Merci beaucoup, Karine Renouille-Tibérien, donc coprésidente de la manufacture de Layette, lauréate du trophée du repreneuriat dans la catégorie industrie. Merci, Sylvie Wanisch, responsable régionale de la transmission d'entreprise chez AG2R La Mondiale et partenaire donc de ce prix de l'industrie. Je crois que vous étiez très fière. Et très fière en tant que femme de remettre ce prix à une autre femme et surtout dans ce secteur d'activité. Et Frédéric Vincent, l'homme du plateau. Merci. Délégué du CRA. Merci beaucoup. Merci.